Bonjour tout le monde, bienvenue au balado du RIMAS. Aujourd'hui, pour parler du traitement médiatique des auteurs d'infractions à caractère sexuel, on reçoit Mme Julie Simoneau. Julie détient une maîtrise en criminologie qu'elle a effectuée à l'Université catholique de Louvain en Belgique et elle soutiendra sa thèse de doctorat en criminologie à l'Université de Montréal en février prochain. Celle-ci portera donc sur la place de l'attachement dans l'utilisation des stratégies coercitives sexuelles chez les adolescents et jeunes adultes judiciarisés. Julie a travaillé pendant 5 ans comme intervenante communautaire dans la réinsertion des détenus et elle travaille actuellement à titre de criminologue et de coordonnatrice des services au Centre d'intervention délinquance sexuelle de Laval depuis maintenant 2 ans et demi. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup de participer au balado aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, Julie, on va parler du regard des médias et de la société sur les auteurs d'infractions à caractère sexuel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton rôle au sein du CIDS? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai été engagée au Centre d'intervention en délinquance sexuelle de Laval en octobre 2021. Après avoir passé, comme tu l'as dit, un peu plus de 5 ans comme intervenante communautaire au sein d'une maison de transition. Alors, mon rôle à moi, il est plutôt large dans le sens où je coordonne les services qui sont donnés à la clientèle. Je gère à la fois les demandes d'évaluation, par exemple, ou les demandes d'expertise sexologique, puisque c'est un service qu'on offre. Je gère à la fois aussi notre liste d'attente, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne nous appelle pour s'inscrire à nos programmes, eh bien, il faut s'assurer de la bonne tenue de la liste d'attente, de savoir un petit peu combien de temps d'attente il y a. Je m'assure aussi de la bonne inscription des personnes, notamment celles qui parlent anglais, pour m'assurer d'un bon service par rapport à ça. Je fais en sorte aussi, par exemple, que on puisse donner, par exemple, des formations, notamment dans les centres des services scolaires, en ce qui concerne les comportements sexuels problématiques des adolescents, entre autres. On donne aussi d'autres types de formations en ce qui concerne, par exemple, les consommateurs d'exploitation sexuelle des mineurs. Et également, j'ai aussi une tâche donc de criminologue où je suis des clients. Je donne aussi des groupes de sensibilisation à la délinquance sexuelle. Donc, mon rôle est bien large et ça fait pas mal le tour des tâches qui me sont attribuées. Effectivement, ça se trouve à être un rôle quand même assez complet, là. Oui, exactement, oui. Puis c'est ça que j'apprécie aussi dans le travail que je fais, c'est que c'est pas tous les jours la même chose. Il y a toujours des tâches qui sont différentes, tant au niveau des évaluations que je gère ou même que moi je peux faire en ce qui concerne les évaluations du risque, par exemple, le suivi clinique, la liste d'attente, comme je l'expliquais. Fait que c'est quand même très intéressant. Le poste que j'ai et je m'y épanouis convenablement. Ouais, c'est bien ça, c'est pas routinier du tout, là. Non, c'est ça, effectivement, c'est ce qui me plaît dans ce que je fais au quotidien. Ah, c'est fantastique. Puis comme on le disait un peu plus tôt, toi, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler surtout du traitement médiatique des auteurs, tant dans les médias que le regard que la société pose sur eux. Donc, si aujourd'hui, je t'ai invité pour nous parler de ça, c'est parce que tu connais bien le sujet. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi est-ce que tes connaissances consistent? Oui, effectivement. Alors, j'ai quelques connaissances sur le sujet. Je ne dirais pas que je suis une experte à temps complet sur ça, mais je connais un peu le sujet pour avoir écrit un mémoire de recherche sur le traitement des délinquants sexuels et notamment au cinéma. Alors, c'est un sujet extrêmement niché, je vais pas te le cacher. Il y a très, très, très peu de gens qui connaissent ce sujet et qui savent un peu de quoi il parle.
mais c'est vrai que en ce qui concerne le mémoire que j'ai écrit, c'était sur la représentation cinématographique donc des auteurs d'infractions à caractère sexuel, le cinéma étant un média parmi d'autres, hein. Oui. Parce que quand on parle de médias, la première chose qu'on doit se poser, c'est comment on peut définir un média. Okay. Un média, dans le fond, c'est tout moyen ou toute technique ou tout support de diffusion massive d'informations, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit la télévision ou que ce soit également le cinéma. Donc, mais le cinéma étant un média assez particulier, puisque bon, c'est défini comme un média, mais c'est aussi défini comme le 7e art. Donc, c'est à la fois une technique, comment je pourrais dire, une technique avec des outils vraiment artistiques. Où il y a un propos, où il y a des artistes, il y a des créateurs derrière chaque film, et à la fois aussi une diffusion à travers les écrans. Donc c'est pour ça que le cinéma est très particulier, et la représentation qu'il y a du délinquant sexuel au cinéma, c'est assez intéressant d'étudier la question, parce qu'il y a à la fois un traitement qui est, j'allais dire, très cinématographique, c'est assez tautologique de dire ça, mais il y a à la fois une représentation qui est très... Il y a comme une image, si tu veux, du délinquant sexuel au cinéma, soit qui est extrêmement scénarisé, on grossit le trait, on grossit la loupe finalement, parce que le cinéma, c'est un petit peu ça aussi, hein, c'est de dramatiser certains faits qui peuvent avoir existé, ou même tout simplement des œuvres de fiction, pour tenir un propos, pour aussi aller chercher ce qu'on appelle la catharsis chez le spectateur. Et très souvent, la délinquance en tant que telle permet justement d'établir cette catharsis-là. Quand on montre au cinéma un délinquant, bon, ça dépend des films, bien sûr, je pourrais en discuter plus en détail, mais il y a certains films qui décident de montrer les délinquants soit comme étant des personnes qu'on fantasme, hein, parce qu'ils ont une aura telle que le spectateur s'identifie ou aimerait s'identifier. Oui. Et il y a aussi à la fois le délinquant montré comme quelqu'un, comme un antagoniste, quelqu'un qu'il faut à tout prix éliminer, ou du moins vaincre. J'utilise des termes quand même assez extrêmes là, mais dans certains scénarios, c'est le cas. Parce que moi, mon mémoire, j'ai quand même regardé beaucoup de films. Il y a, disons, 3 manières, si tu veux, de montrer le délinquant sexuel au cinéma. La première manière de le voir, c'est de voir le délinquant sexuel comme quelqu'un qui est au centre de l'intrigue. D'accord ? Ça peut être par exemple le scénario, dans le fond, il est vraiment centré sur cette personne-là, d'accord ? Sur un fait de délit sexuel, montrer un petit peu, alors ça peut être des films d'enquête bien sûr, mettons des films biographiques aussi des fois sur certaines personnes qui ont pu commettre des délits sexuels. Donc ça, c'est une première façon de montrer le délinquant sexuel. Il y a une deuxième façon aussi qui existe, et qui est assez intéressant et qui, pour le coup, je trouve, est très cinématographique, puis je vais l'expliquer plus tard, c'est que le délinquant sexuel est vu comme un ressort, oui, il est utilisé comme un ressort de vengeance. Souvent, dans certains films, on utilise ou on peut utiliser le délinquant sexuel comme une personne dont on doit se venger. Okay. Il y a même j'allais dire un sous-type de cinéma, voire même un sous-type de film d'horreur, parce qu'évidemment dans le cinéma il y a plusieurs types de films qui existent, notamment les films d'horreur, et dans le film d'horreur il existe un sous-type de film d'horreur. J'essaie de trouver le mot en français là, mais en anglais c'est le revenge rape, un truc comme ça. Okay. En tout cas c'est un terme vraiment où il y a ce terme là, et dans le fond c'est très souvent des jeunes femmes qui se font malheureusement violer dans
soit chez elles ou dans des endroits où elles sont seules généralement. Et ça sert, disons, d'élément pour attirer ou susciter la vengeance chez le personnage. Okay, Donc ça, c'est quand même très, très, très particulier. Oui, exactement, c'est vraiment très particulier. C'est pas les films, mais je te dirais que c'est pas mes films préférés, mais c'est intéressant de voir à quel point, bon, bah, il y a une agression sexuelle qui se passe. En plus, très généralement, c'est montré vraiment de manière assez crue, justement pour susciter un peu le dégoût et l'envie aussi de vengeance chez le spectateur et de pouvoir aussi s'identifier au maximum au personnage. Évidemment, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup de styles qui sont utilisés, beaucoup de mouvements de caméra, des couleurs qui sont privilégiées, bien sûr, pour susciter beaucoup plus l'envie de vengeance. Je terminerai juste là-dessus par rapport à ça, c'est qu'il y a notamment un film que peut-être tu as vu ou que les auditeurs ont vu, qui s'appelle Irréversible. C'est un film français qui avait fait scandale à l'époque à Cannes et en fait qui mettait en scène justement ce scénario de vengeance d'une jeune femme qui se faisait violer dans un tunnel. Et en plus, c'est vraiment l'image malheureusement qui reste un petit peu dans l'imaginaire collectif, qu'on va dans un tunnel sombre et puis on se fait attaquer. Okay. On s'entend aussi. On en reparlera plus tard dans cette discussion-là, mais heureusement que ce genre de scénario est très, 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 très rare dans la vraie vie. Okay. Là, c'est parce que là, on parle de cinéma. Okay. Dans le cinéma, le scénario, c'est vraiment, dans ce scénario-là, c'est vraiment le ressort de vengeance. Donc, il faut que ce soit spectaculaire. Donc, dans ce film-là, précisément, pour revenir à Irréversible, le film a fait scandale à l'époque. Pourquoi ? Parce que la scène où l'on voit le viol, et on le voit très clairement, malheureusement, de manière très crue, on le voit vraiment, ça dure 20 minutes. Ça dure plutôt une dizaine de minutes. Mais 10 minutes de voir un plan séquence d'une femme qui est en train de se faire violer, c'est extrêmement dur. Mais tout ça pour dire que ça, c'est le deuxième type de scénario qui met en scène le délinquant sexuel, c'est le ressort de vengeance. Il y en a un troisième, je terminerai là-dessus, un troisième type de scénario qui est de montrer le délinquant sexuel comme un incident significatif. C'est souvent des films qui n'ont pas pour scénario principal de parler de ça. Okay. C'est simplement quelque chose qui vient comme un élément perturbateur, mais qui n'a pas pour objectif vraiment la vengeance, comme pourrait l'être le deuxième type dont j'ai parlé, mais c'est quelque chose qui permet, disons, des fois de faire avancer l'histoire ou de faire susciter une émotion, des fois chez le spectateur. Donc, il y en a quand même pas mal, hein, des films avec où il y a des agressions sexuelles de manière significative, ou comme un incident significatif. Et je te dirais que c'est pas mal ça, dans le cinéma, ou en tout cas dans les films que personnellement je vais étudier. Évidemment, je ne parlerai, on peut en parler là, mais c'est pas le sujet là, mais évidemment, il y a aussi comment sont montrées les victimes. De ces gens-là. Et très, très, très souvent, dans la majorité du temps, les victimes sont montrées comme, j'ai envie de dire, entre guillemets, des bonnes victimes. C'est quoi une bonne victime au cinéma et qui peut rentrer dans l'imaginaire collectif? C'est très souvent une femme adulte, blanche, et qui est montrée vraiment comme étant pure, innocente. Et justement, ce type de personnage-là est généralement mis en avant dans ce type de film-là. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois pour mettre en évidence et appuyer le trait du délinquant sexuel, appuyer le trait négatif surtout. Et encore une fois, comme je le disais, susciter la catharsis. Parce qu'à la fin du film, quand admettons que, on arrive à vaincre, entre guillemets, le délinquant sexuel, à ce moment-là, la catharsis se joue et donc le film se termine et on a bouclé le scénario et le film. Donc, en tout cas, cela étant dit, le délinquant sexuel au cinéma est vraiment une figure qui est vraiment quand même souvent utilisée pour toutes sortes de scénarios. Et ça vient, disons, soit ça vient à la fois mettre un coup de poing dans les clichés. Exactement. Soit ça vient, au contraire, encourager ou alimenter les clichés qu'on peut encore avoir.
Okay. Exactement. Et tout ça, on peut en parler là, mais ça fait lien un peu avec les médias en général. Comment on voit, comment, et surtout l'opinion publique. Exactement, C'est ça touche l'imaginaire des gens. Les gens s'imaginent que tous les agresseurs sexuels sont dans la vraie vie de la façon qu'ils sont représentés au cinéma. Oui, absolument. Mais c'est sûr que quand tu regardes un film qui met en scène un certain type de délinquance sexuelle, souvent les gens vont bien sûr s'identifier à la victime. Et en plus, évidemment, comme c'est filmé, puis la manière dont c'est filmé aussi, il y a vraiment des plans, des fois, qui sont extrêmement crus. J'en ai parlé notamment avec Irréversible, mais il n'y a pas que Irréversible qui parle d'agression sexuelle. Il y a aussi, par exemple, j'avais notamment regardé le Vieux Fusil, par exemple, pour ne citer que lui, là, Le Vieux Fusil aussi, c'est un film français, quand même assez, qui n'est pas très récent, mais qui montre malheureusement le viol d'une femme au moment de la Seconde Guerre mondiale, que les Allemands à l'époque, dans le fond, je te résume très grosso modo le scénario et le film là, mais dans le fond, elle se fait agresser sexuellement, violée par plusieurs Allemands devant sa fille, et ça crée un ressort de vengeance aussi pour le mari. Qui en fait à la fin veut se venger de ça, pas que ça d'ailleurs. Mais cela étant dit, effectivement, l'image qui est donnée et qui est montrée dans ces films-là, évidemment, suscite beaucoup d'émotions. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est le but aussi d'un film, hein, c'est de nous faire sentir des émotions, ressentir des émotions, vivre des émotions. Et puis, c'est ça l'objectif. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu demandes à un réalisateur, bon, après, évidemment que les réalisateurs, ils sont comme toi et moi, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des convictions, ils ont des préjugés aussi. Donc, tout dépend de ce que le réalisateur veut montrer. Parce qu'il y a aussi des films que j'ai vus ou qui, justement, comme je te disais, mettent un coup de pied dans la fourmilière ou cliché. On montre par exemple il y a un film qui s'appelle Michael, qui est un film autrichien qui a été montré aussi, qui a été sélectionné au Festival de Cannes, je pense dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait ce mémoire-là. Mais le film Michael, en l'occurrence, il dépeint la vie d'un monsieur qui est donc pédophile et qui séquestre un enfant chez lui, dans sa cave. Et en fait, évidemment, il y a un contraste entre la vie, malheureusement, c'est de la séquestration de cet enfant-là. Mais on montre... Ce film a aussi fait scandale, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le film était, j'allais dire, montrer la banalité, entre guillemets, de la vie de ce monsieur-là. On le montrait à son travail, dans les assurances. Bon, il n'aime pas particulièrement son travail, mais il le fait bien. On le voit faire ses activités du quotidien. Et puis malheureusement, on voit aussi quelques scènes avec donc, cet enfant qui est séquestré chez lui. Et il y a des scènes avec cet enfant-là qui sont d'une banalité extraordinaire, j'ai envie de dire. Voire même plutôt d'une banalité ordinaire. Dans le sens où ils sont en train de... Par exemple, on les voit en train de manger tous les deux. Et on voit que dans certaines scènes-là, c'est pas des scènes de violence. C'est des scènes vraiment du quotidien où ils mangent ensemble, voire même ils jouent ensemble aussi. Okay. Non, et c'est pour ça que il y a des gens qui ont été offusqués de ce film-là parce qu'ils disaient, oui, vous vous rendez compte, on montre, c'est comme si on excusait, c'est comme si on encourageait ou on minimisait finalement les conséquences que peuvent vivre malheureusement les victimes qui peuvent malheureusement vivre ça. Donc c'est pour ça que ça a fait scandale. Bon, le réalisateur a totalement été contre, évidemment. Il a voulu simplement montrer, vous savez, les gens qui sont attirés par les enfants, c'est aussi des êtres humains. Okay, c'est pas j'allais dire des monstres, hein, comme peut évidemment le montrer certains films. Encore une fois, comme je l'expliquais, tout dépendamment du scénario que tu veux mettre en place et que qu'est-ce que tu veux montrer finalement au spectateur. Mais en l'occurrence, le réalisateur de Michael, Michael, c'est le nom justement du personnage principal, donc de l'homme qui séquestre l'enfant. C'est plutôt une volonté justement. Moi, j'ai parlé de banalité. J'ai repris le terme de Hannah Arendt qui parlait de banalité du mal, et pour dire à quel point le mal. Je sais pas si tu connais un peu les écrits de Hannah Arendt, mais c'est une philosophe allemande, je crois, qui, pour décrire les horreurs nazies à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, a parlé de banalité du mal. C'est-à-dire à quel point des gens ordinaires, comme toi et moi,
pouvait pas développer, mais disons faire des atrocités. C'est pour ça qu'elle a parlé de banalité du mal. Donc j'ai repris ce terme-là, si tu veux, pour parler de ce film. Parce qu'on, on montre la banalité de ce monsieur-là finalement, et ô combien que c'est dérangeant, parce qu'on sait aussi qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer dans sa cave, mais d'un autre côté, on le voit aussi faire sa vie. Donc c'est ça qui est intéressant. Comme quoi monsieur, madame, tout le monde peut avoir des problèmes justement, mais c'est pas nécessairement la pire personne du monde. Absolument, mais c'est ça aussi qui vient jouer. C'est ça que les gens, et quand je dis les gens, c'est la société, a du mal des fois à concevoir. Nous, on travaille dans ce milieu-là, donc on est, si tu veux, sensibilisé à la question. Et monsieur et madame tout le monde, qui, quand on commence à leur parler de délinquance sexuelle, vont avoir cette image extrêmement dure. Ils peuvent avoir des mots très sévères envers les délinquants sexuels. Il y a toujours cette image par exemple, on voit les délinquants sexuels comme étant des gens qui sont intraitables, comme des gens qui sont pas réhabilitables, des gens qui peuvent récidiver à tout moment. Il y a vraiment cette image, j'allais dire, du prédateur finalement. Et ô combien, on pourra en discuter plus tard, mais ô combien que cette image de prédateur a été créée aussi par les médias. Par les journaux. C'est ça qui je trouve, est désolant finalement, parce que on sait aujourd'hui, d'ailleurs, il y a la récente étude de Patrick Lussier notamment a démontré une baisse considérable de la récidive des crimes sexuels au Canada depuis 80 ans. Depuis 80 ans, on a une baisse de 70%, c'est énorme. Les gens, mais on a toujours ce préjugé-là de considérer que les délinquants sexuels, non, finalement, ils récidivent tous. Donc, alors qu'on sait qu'avec la recherche notamment, et Dieu merci qu'on a des chercheurs qui viennent un peu brasser tout ça, de dire, mais non, regardez, attendez un peu, si on regarde les chiffres finalement, quand on fait des vraies recherches et quand on fait des recherches sérieuses, on voit qu'au contraire, la récidive baisse, et on le voit bien, avec notamment celle de Patrick Lussier, 70% de baisse, c'est énorme, en vrai, c'est énorme. Donc, mais l'opinion publique, pour revenir là-dessus, l'opinion publique, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de convictions, de valeurs, de jugements aussi, de croyances également, plus ou moins partagées par une population donnée. D'accord ? Et l'opinion publique au Canada et aussi notamment au Québec, elle reste, je pense, très méprisante envers les délinquants sexuels, puisque, ça c'est une hypothèse que j'ai, peut-être que tu la partages, mais la délinquance sexuelle reste une délinquance qui touche à l'intimité profonde des gens. On s'entend que un vol dans un dépanneur n'est pas la même chose pour une personne lambda que quelqu'un qui va toucher un enfant. C'est-à-dire que les gens se disent que n'importe qui peut être touché, y compris leurs proches, y compris les personnes qu'ils aiment finalement, et se dire que dans la vie, dans la société, peut-être mon voisin, peut-être n'importe qui peut agresser les gens que j'aime, c'est insupportable pour les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a cette image virulente de la délinquance, de la délinquance sexuelle, puis des délinquances sexuelles aussi dans la société, quoi. Donc pour revenir à la question de quelle façon on parle des auteurs d'infractions sexuelles, d'infractions à caractère sexuel, dans la société, on en parle de manière très méprisante, on en parle de manière très dure aussi. Il y a des gens qui sont pour la réhabilitation de la peine de mort, par exemple, pour ces gens-là. Donc, c'est extrêmement sévère, extrêmement sévère, et en particulier pour ces délinquants sexuels-là. Mais tout à fait, on en parlait tantôt du sensationnalisme qu'on voit justement au cinéma, mais les journalistes, tous ceux qui travaillent à la radio également, vont en faire part aussi, puis c'est ce sensationnalisme-là, c'est la façon dont la nouvelle elle est couverte qui fait en sorte que l'opinion publique envers les auteurs d'infractions à caractère sexuel est aussi crue. Non, mais tu as tout à fait raison. On peut se poser la question de savoir pour quelles raisons les journalistes ou les médias de manière générale optent pour le sensationnalisme. Bon, d'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi être journaliste ? D'accord ? Au Québec, il est possible, tu me diras si je me trompe, mais j'ai regardé un petit peu là-dessus, mais il est possible de devenir journaliste sans formation universitaire. Par exemple, il suffit simplement d'avoir du talent
un bon réseau aussi, bien sûr. Tout à Et fait. ça peut être tout aussi efficace que d'étudier le journalisme. Évidemment, tu peux étudier le journalisme, mais souvent le journalisme est étudié, par exemple, dans un certificat en communication, par exemple. Je sais aussi il existe un bac à l'UQAM, par exemple, aussi. Donc, tu sais, c'est tout ça pour dire que j'ai envie de dire n'importe qui a envie de le faire et qui possède un bon réseautage, ben, peut devenir journaliste. Pas besoin d'avoir certaines valeurs ou un certain savoir-être. Par exemple, on te demande juste, ok, bon, bah, est-ce que tu sais écrire des histoires? Est-ce que tu sais, disons, rapporter certains faits? D'accord? Et Donc, puncher sur. Moi, je l'ai étudié, le journalisme à l'université, les formes de journalisme, puis il faut avoir une bonne plume, puis le sens du punch. ouais, ben c'est ça, absolument. C'est pour ça que ça dépend, et que tout dépend aussi de la ligne, pardon, éditoriale du journal. Oui, Selon moi, l'information en tant que telle, l'information, ça reste un produit qui sert à vendre du papier ou à faire des vues. Souvent, exactement. tu parlais tantôt de, oui, faut avoir une bonne plume. Ça, c'est un bon talent, mais il faut avoir du punch, comme tu dis, c'est-à-dire pouvoir susciter un intérêt aussi chez les gens. Donc, tu sais, quand on parle d'opinion publique, souvent, quand on se pose cette question-là, c'est de savoir qui crée cette opinion publique-là. Est-ce que c'est les gens de manière générale ou est-ce que ce sont les médias? Enfin, moi, je pense personnellement que c'est un mélange des deux. Oui. C'est un mélange à la fois de la société, des gens qui en plus, depuis quelques années maintenant, n'importe qui est capable de s'exprimer. Vive les réseaux sociaux. En effet, tu prends par exemple Twitter. Bon, c'est plus Twitter maintenant ça s'appelle X. Oui. Merci Elon Musk. Mais bon, tu prends le réseau social X, tu prends même Instagram, bon, tu prends aussi Facebook, enfin, n'importe quel réseau social, n'importe qui a la possibilité de s'exprimer sur ces réseaux sociaux-là. Et en plus, je pense que c'est encore le cas pour Twitter, mais un tweet, c'est 150 caractères. C'est très Exactement. peu. C'est très peu. Donc, quelqu'un qui a envie de dire son opinion sur tel sujet, bon, il n'y connaît pas grand-chose, mais bon, parce qu'il le veut, il le peut. Tu vois. Donc, tu sais, il suffit que, mettons, un fait divers sorte, que tout de suite, n'importe qui peut s'exprimer sur ce sujet-là. Tu sais, à l'époque, avant les réseaux sociaux, bon, tu pouvais toujours écrire à ton journal préféré, mais j'allais dire, tout le monde s'en foutait. Oui. Mais aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Donc, n'importe qui peut écrire là-dessus. Oui, puis c'est partagé massivement aussi, là. Ben oui, absolument. Tu peux faire des retweets, tu peux partager l'information. Puis évidemment, je reviens sur justement le journalisme et puis c'est quoi être journaliste et puis les articles aussi qui sont rédigés. Si on parle notamment de la presse écrite, mais que tu peux voir bien sûr tu peux lire aujourd'hui sur Internet. Il y a deux voies. En fait, dans les médias, en ce qui concerne cette question de la délinquance sexuelle. Il y a certains articles journalistiques qui traitent de manière critique et raisonnée la délinquance sexuelle. Mais quand on regarde ces articles journalistiques, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ils sont écrits la plupart du temps par des professionnels du milieu ou des personnes qui connaissent le sujet. Pour préparer cette entrevue, j'ai lu notamment plein d'articles, notamment sur Le Devoir, sur le Journal de Montréal, sur toutes sortes de journaux qui peuvent exister. Et quand tu fais une recherche sur, prends la barre de recherche, tu écris délinquance sexuelle, les articles qui sont écrits et qui sont, disons, le moins sensationnalistes, justement, ce sont les billets d'opinion écrits par les professionnels du milieu qui connaissent la clientèle, ou ça peut être aussi des billets d'opinion d'universitaires. Exactement. Puis malheureusement, c'est souvent la section qui va être la moins lue. C'est ça qui est terrible, en fait. On peut se poser la question de savoir pourquoi les gens ne lisent pas ça, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais on voit que, oui, il y a cette voie-là. Il y a des îlots, en fait, qui existent, des choses tu peux aller chercher de l'information qui est plutôt neutre, recherché, critiqué, où on se pose et puis on réfléchit. D'accord. Mais on a aussi, malheureusement, c'est la majorité des articles qu'on peut voir, c'est des articles à sensation. Oui. Si tu prends par exemple le Journal de Montréal, ô combien que quand on parle de faits divers, et bien sûr quand ça parle de délits sexuels, ô combien que c'est dramatisé à foison. Okay. On va bien sûr, on va accentuer, grossir le trait
de la personne. On va mettre en évidence les mauvais côtés. On va mettre en évidence, l'aspect des fois même très, très cru, très, très voyeuriste même finalement du délit en tant que tel. Moi, je peux te donner, j'ai plein d'exemples à donner là-dessus parce qu'évidemment, comme je le disais au début de cette entrevue, moi j'ai l'occasion de donner des groupes de sensibilisation avec plusieurs clients et dans ces clients-là, il y en a malheureusement qui ont été médiatisés. Et lorsqu'on parle de ça, lorsqu'on parle de médiatisation et lorsqu'eux, ils en parlent de cette médiatisation qu'ils ont eue, ils ont la gorge serrée. Là, ils ont vraiment... certains mots ont été très durs envers certaines personnes. Et puis, pour l'anecdote, moi, j'en avais un client qui n'avait pas encore reçu de sentence, qui avait été accusé, qui reconnaissait les faits, notamment d'agression sexuelle. Ce client-là, c'était une agression sexuelle sur un mineur. Alors, évidemment, ça, on peut en discuter aussi, mais quand c'est une agression sexuelle sur une personne adulte, c'est très, très, très mal vu, très critiqué, c'est terrible dans le fond. Mais quand il s'agit d'une personne mineure, là, c'est une toute autre histoire. Là, c'est encore un degré de gravité, un degré de sévérité qui est inacceptable finalement pour les gens. Et quand j'ai lu finalement, et ça c'était après avoir complété le groupe avec cette personne-là, quand j'ai lu l'article journalistique qui parlait de ce client-là, ô combien qu'il y avait eu des mensonges qui ont été dits, parce que je connaissais personnellement l'histoire, j'avais lu le dossier officiel, donc pour ce client-là, je connaissais les choses. Mais ô combien que dans l'article du journal en question, il y avait eu des choses qui avaient été oblitérées, il y avait des choses qui avaient été grossies, il y avait des choses même qui avaient été c'était faux dans le fond, il y avait des choses qui avaient été inventées, et j'ai trouvé ça mais tellement scandaleux. Et comment c'est possible de dire des mensonges à ce point, alors que souvent les journalistes, on dit oui, les journalistes, ils ont leurs sources, ils parlent avec les policiers, certains, ok, mais les sources, c'est pas les sources policières, c'est pas Dieu là, ils ont pas la vérité absolue. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui rentrent en considération, des choses que les journalistes n'ont pas pu avoir accès. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Et puis, encore une fois, la médiatisation, et quand les gars en parlent, c'est toujours d'un point de vue négatif, parce que évidemment ça a eu un impact sur leur vie aussi. Exactement. C'est l'impact de la médiatisation sur la vie de ces personnes-là est terrible. Ça a un impact notamment sur tout ce qui est leur vie quotidienne, bien sûr. Il y a des conséquences vraiment dans leur vie personnelle et à la fois professionnelle. Ils peuvent se faire licencier par rapport à ça. Il y a même des gens sur les réseaux sociaux qui se prennent pour des chevaliers, des gens qui étaient comme on appelle ça, des justiciers. Les gars se prennent pour Batman, et puis ils veulent aller, ils veulent que les délinquants sexuels leur rendent des comptes, parce qu'ils se disent que la justice n'est pas l'image que la justice n'est pas suffisamment sévère, donc t'as agressé quelqu'un, t'as agressé un enfant, t'as agressé une fille, t'as agressé n'importe qui, nous on va te mettre la misère, donc c'est déjà arrivé qu'il y ait qui se fassent harceler sur les réseaux, notamment mettons tu tapes sur n'importe quel réseau la personne, parce qu'évidemment les journaux ne s'empêchent pas de ils divulguent les noms des personnes, évidemment, et donc il suffit de faire une recherche sur un réseau social quelconque, puis tu tombes, mettons, sur le gars, il peut se faire cyberharceler, ils peuvent aussi retrouver, parce qu'évidemment il y a des gens qui sont vraiment déterminés, qui peuvent retrouver leur adresse, ils peuvent se faire agresser, c'est vraiment terrible. Alors évidemment, après on va me dire l'argument suivant de dire oui, mais tu penses pas aux victimes. Alors il faut faire la distinction entre la justice de vengeance et la justice de civilisation. C'est-à-dire que quelqu'un se fait agresser, je dis pas, on vit dans la société
toi et moi, on vit dans la société comme tout le monde. Tu t'entends quelqu'un qui se fait agresser, t'entends un fait divers que quelqu'un se fait agresser, ou je sais pas moi, même dans ta famille ou peu importe tes proches, tu sais que quelqu'un a été victime de ça. Évidemment que tu perds ton objectivité, évidemment que tu vas être touché. Parce que c'est sûr que on est des êtres humains, on a des émotions, c'est évident. Mais il y a une différence entre, justement, comme je le disais, la vengeance et la civilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre par des actes infâmes comme ce que peuvent faire les personnes qui commettent ça, avec nous aussi des actes infâmes de notre part. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme je te le disais, qui se prennent pour Batman et qui pensent que en allant se battre avec ces personnes-là, il y a des gens qui sont vraiment déterminés par rapport à ça, quoi. Mm-hmm. Moi, je trouve ça terrible. Personnellement, je trouve ça scandaleux. Mais puis en plus de ça, les gens oublient. Mais si tu attaques quelqu'un, si tu te bats avec quelqu'un et que tu commets des blessures sur lui ou peu importe, tu peux te faire arrêter pour ça aussi. Oui, alors évidemment, les gens vont nous dire ah oui, mais il n'y a plus de justice. Oui, mais tu te rends compte, il a touché un enfant, c'est immonde, il va mourir. J'entends tout ça, parce que c'est évidemment très émotionnel, évidemment que ça vient nous toucher, c'est-à-dire que c'est pas possible d'imaginer pour les gens des personnes, d'autres citoyens comme nous, d'autres personnes, ça peut être le voisin, ça peut être le prof, ça peut être n'importe qui, ça peut même être dans la famille des fois. Puis, les gens ne supportent pas finalement de penser que quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme n'importe qui peut commettre ces actes-là. Donc il y a une envie de clivage, j'ai envie de te dire, il y a une envie de cliver entre moi et autrui. Donc autrui, c'est le délinquant sexuel. C'est non, moi je suis pas comme lui. Je suis pas comme lui du tout, là, jamais je pourrais faire ça. Ok, très bien, mais il n'empêche que ça reste un être humain. Puis j'ai envie juste de dire, pour finir là-dessus, souvent on parle de peine de mort, on parle de, justice arbitraire, pas de pitié. Bon, j'ai envie de te dire déjà, les droits de l'homme, qui sont universels, bon, ça s'applique aussi aux délinquants sexuels. C'est-à-dire que, veux pas, t'as beau avoir fait les pires saloperies, t'es quand même un être humain, t'as quand même des droits. Et c'est terrible à dire. Puis je le comprends que oui, mais tu te rends compte. Oui, mais puis souvent on va sortir l'argument de dire oui, mais si t'étais ton enfant, si c'était ta sœur, si c'était ta mère ou peu importe, tu n'aurais pas ce discours-là, tu changerais d'avis, c'est sûr. Tu racontes des conneries. mais bon, encore une fois, je le répète, mais à partir du moment où tu es touché personnellement, tu n'es plus neutre. Donc c'est pour ça que la justice par rapport à ces crimes-là ne doit pas seulement être neutre, elle doit paraître neutre. Oui. Donc, c'est important, je le répète encore, la justice de vengeance, c'est différent de la justice de civilisation. On a choisi en tant que société, on a choisi que n'importe quel délinquant, que ce soit un délinquant, j'allais dire commun, ou un délinquant sexuel, cette personne-là, il a droit à un procès. Et ça n'enlève rien, puis ô combien qu'on sait que les conséquences sur les victimes sont dramatiques. On le sait, on est conscient, puis aussi en tant que criminologue, on a un rôle aussi de protection de la société. On est conscient de ça. Mais c'est pas parce que on s'occupe des délinquants sexuels, on s'occupe de la réinsertion, que on ne s'occupe pas aussi a fortiori des victimes. Parce que quelqu'un qui est bien réinséré, ça fait une victime de moins. Parce que le but, justement, c'est de faire en sorte que cette personne-là ne récidive pas. Parce que, comme tu le disais, il n'y en aura pas de peine de mort. Cette personne-là a droit à un procès juste et équitable et elle va revenir dans la société. Donc, c'est pour ça qu'il y a des organismes, des gens qui travaillent auprès des auteurs pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Non, mais c'est sûr, puis on est d'accord là-dessus, mais ô combien que c'est difficile pour les personnes. Il y a même des gens, quand on parle de justice pour ces personnes-là, et on est toujours dans le thème de la médiatisation, il y a des débats télévisés aujourd'hui, très récents,
je vais te donner une anecdote pour t'expliquer un peu mon propos. Quand on parle de médiatisation et ô combien que des gens peuvent être très durs. Il y a eu un débat télévisé récemment, en tout cas je ne l'ai pas vu à la télévision, mais je l'ai vu sur Internet. Évidemment, mes recommandations YouTube ont fait que, ont fait que je suis tombée sur cette émission-là. C'est une émission qui est diffusée en France, mais aussi en Belgique. C'est une émission qui a vocation à susciter le débat. Mais c'est extrêmement, bon, j'ai envie de te dire, à la limite du populisme. Ok. Bon, cela étant dit, dans cette émission-là, il y avait eu un débat sur... Parce qu'en fait, ils étaient en train de parler d'un reportage qui avait été fait sur une prison spécialisée pour les délinquants sexuels. Et c'était un reportage qui avait été fait en France, notamment à la prison qui, je crois, était en Normandie, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'était une prison qui avait été construite spécifiquement pour les délinquants sexuels. Et dans cette prison-là, en fait, ça ressemblait beaucoup aux maisons de transition, en fait. La prison qui était montrée dans ce reportage-là et qui était réservée, on va dire, aux délinquants sexuels, et c'était comme une maison de transition au Québec. Okay. Donc c'était, mettons, alors ils avaient leurs clés, par exemple, de leur cellule, il y avait une cuisine communautaire, ils avaient une bibliothèque, ils avaient de quoi faire des activités en plein air. Bref, c'était extrêmement. Moi j'ai trouvé ça très bien personnellement. Bon, tu vas me dire, je suis un peu biaisée parce que j'ai travaillé moi-même 5 ans dans une maison de transition, puis je travaille avec les délinquants sexuels, donc bien sûr que évidemment je suis pour la réinsertion de délinquants sexuels, mais dans ce reportage-là, bon, c'était un reportage quand même assez bien fait dans le sens où on donnait la parole aux délinquants sans forcément minimiser ce qui avait été fait. Bon, c'est sûr qu'on ne parlait pas des victimes dans ce reportage, et bon, ça c'est quelque chose qui avait été critiqué. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'était pas la thématique du reportage. La thématique, c'était, bon, comment ça se passe dans cette prison-là, comment vous faites pour vous réinsérer. Bon, cela étant dit, je reviens au débat télévisé de cette émission. Il parlait de ce reportage-là. Et ils étaient peut-être dizaines autour de la table pour discuter de ça. Et on va dire 9 personnes sur 10 étaient contre ce type de prison-là. C'était des personnes, des citoyens, hein, je vais dire lambda, mais des gens qui étaient montrés quand même comme des gens intelligents, comme des gens qui réfléchissaient, comme des gens qui avaient quelque chose à dire par rapport à ça. Bon. Mais on s'est rendu compte, je me suis rendu compte en regardant ce débat-là qu'en fait, ils avaient beaucoup de préjugés. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites. Moi, très honnêtement, j'ai envie de te dire, moi, sur tous les points, je pouvais leur répondre. Sur tous les points, je pouvais leur répondre. Malheureusement, il n'y a pas eu de réciprocité dans ce débat-là. Il y a eu beaucoup de déballage. Il y a eu beaucoup de, je vais dire des injures là, mais il y a eu beaucoup on crachait vraiment au visage de ces personnes-là, quoi. Et on crachait aussi au visage des personnes des professionnels qui travaillaient à la réinsertion. Oui, ça, parce que ça arrive, ça aussi. Oui, absolument. Et on le voyait bien dans ce débat-là. Il y a eu un moment, une jeune femme qui disait qu'elle trouvait ça scandaleux. Et puis en plus, à un moment, la personne qui gérait cette prison, la directrice de la prison, qui était quand même assez fière de ce qu'elle montrait. Elle disait que c'était une volonté de se démarquer, c'était une volonté aussi d'encourager la responsabilisation de ces personnes-là. La jeune femme autour de la table disait, mais vous vous rendez compte comment elle parle de ces personnes-là, mais moi j'aurais honte, c'est inadmissible de parler de ça. Vous vous rendez compte, on ne parle pas des victimes, vous vous rendez compte, ils sont capables de cuisiner, ils sont capables de cuisiner, c'était incroyable. Souvent, quand on voit des débats télévisés comme ça, c'est des gens qui n'ont aucune formation non plus, qui connaissent, tout ce qu'ils connaissent, justement, c'est le sensationnalisme qu'on en fait des auteurs d'infractions à caractère sexuel, c'est ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, puis souvent, ils ne sont pas dépeints d'une très belle façon, donc ils ne parlent pas en connaissance de cause, mais encore là, selon leurs sentiments à eux, leur ressenti de la chose. Non, mais c'est évident. Puis tu sais, c'est ça, dans ce débat-là, comme je te dis, il y avait 9 personnes sur 10 qui étaient vraiment contre ce reportage-là, puis qui trouvaient ça scandaleux, et puis et que évidemment, toutes les personnes autour de la table n'avaient aucune formation. C'était soit des journalistes. Finalement, là, soit des journalistes, soit des gens qui étaient, comment je pourrais dire ça, des gens issus de la télévision de manière générale, des gens qui n'ont pas forcément un bagage en criminologie ou d'autres, mais il y avait un journaliste notamment, quelqu'un qui était quand même
je connais un peu ce qu'il faisait et ce qu'il fait, mais il est très intelligent, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement virulent envers les délinquants sexuels. Puis il y avait cette idée-là, le débat a beaucoup porté aussi sur l'impossible réhabilitation, la récidive de toutes ces personnes-là. Il y a même une fille autour de la table qui disait, te rends compte, ils sont tous ensemble et en plus, quand ils font des groupes, parce qu'évidemment, ils parlaient des groupes de soutien et pas parce qu'évidemment, ils faisaient des groupes pour parler un peu de tout ça. Et la personne autour de la table une des personnes disait, mais vous vous rendez compte, ils sont en groupe, donc qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible de faire ça parce que ils se renforcent, en fait, ils s'alimentent, ils parlent de leur prochain délit qu'ils vont faire, vous vous rendez compte? Alors que, mon Dieu, que j'ai sauté de ma chaise. J'ai sauté de ma chaise parce que pour faire des groupes avec des délinquants sexuels, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a vraiment une image qui est véhiculée par les médias, une image mais tellement caricaturale, tellement à côté de ils sont tellement à côté de leur pompe. Tu sais, c'est dramatique. Je me dis, moi, en voyant le débat, je pouvais répondre à toutes leurs interrogations, à tous les points, je pouvais leur répondre. Et le problème, c'est que quand il y a ce genre de débat-là, et c'est dramatique, mais c'est ça la vie, c'est qu'il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de gens. J'aurais aimé, par exemple, que dans ce débat-là, il y ait un professionnel. Il y ait soit la directrice qui vienne parler de ses affaires, soit un professionnel qui travaille en délinquance sexuelle, qui connaît la clientèle, et qui puisse avoir, avoir un droit de réponse, finalement. Oui, parce que là, des milliers de gens ont vu cette émission-là, puis ça n'aide pas encore une fois l'imaginaire collectif d'avoir des vraies réponses sur comment est-ce que ça se passe, les bienfaits aussi de des maisons de transition comme ça. Bien sûr, mais ô combien en plus que cette émission-là est vue, c'est-à-dire que c'est une émission elle est très regardée, il y a plus d'1 million de téléspectateurs qui regardent l'émission chaque soir. Donc c'est évidemment que, bien sûr, je ne veux pas caricaturer ou quoi que ce soit, mais bien je pars du principe que les gens sont intelligents, qui réfléchissent, ok. Et le problème, c'est que quand tu es bombardé quelque part de débats tels que je t'en ai parlé, d'articles qui mettent en évidence ou qui utilisent des mots, un vocabulaire extrêmement péjoratif, ok. Ô combien que ça a un impact, veut pas sur, comme tu disais, de l'inconscient. Et puis que les préjugés restent, on alimente ça, on ne se remet pas en question finalement. Alors que je pense que l'un des objectifs aussi des médias, c'est aussi de faire avancer le débat, justement de montrer une autre image. Heureusement qu'il y en a quand même qui arrivent à faire autre chose. Je pense notamment, pour ne pas les citer, Urbania. Ils ont fait un très beau reportage, notamment avec ce qu'on fait avec Ça suffit, notamment. Ils ont réussi à avoir le témoignage finalement d'une personne qui avait fait appel à nos services Ça suffit, donc pour les personnes qui ont des fantasmes envers les mineurs mais qui ne sont jamais passées à l'acte. Ô combien qu'ils ont fait un beau travail, parce que on écoutait la personne, on laissait parler la personne, ok. Puis on laissait exprimer aussi les vraies affaires, quoi. On ne montrait pas la personne comme étant un monstre, en fait. On montrait la personne comme oui, j'ai des problèmes, oui, je veux m'en sortir, oui, je sais que je fais soit que je peux faire du mal ou je veux pas passer à l'acte ou quoi que ce soit. Il faut laisser aussi, il faut aussi prendre le temps d'écouter les gens, et ça n'empêche pas, encore une fois, de donner la parole aux victimes. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois on s'occupe et on parle des victimes, et à la fois aussi, il faut parler aussi de la réhabilitation des délinquants sexuels. Parce qu'il y a toujours cette idée, évidemment, que quand les journalistes souvent vont interviewer les victimes, ou alors même les familles des victimes, parce que des fois, malheureusement, quand c'est des agressions sexuelles qui se terminent par des meurtres, par exemple, c'est terrible, là, mais bon, les gens vont aller à la rencontre des victimes ou des proches des victimes. Bien sûr que c'est émotif, bien sûr que les gens vont dire non, on ne veut pas qu'il ressorte de prison. Bien sûr que quand t'entends quelqu'un qui a commis des agressions sexuelles sortir de prison, ô combien que
plein de gens vont dire mais comment ça se fait qu'il est sorti de prison? Comment ça se fait? Et puis le pire qui puisse arriver, c'est quand il s'agit de multirécidivistes. C'est le pire que tout, ça. Pire que tout, c'est pour les gens, c'est inadmissible. Parce que dans la tête des gens, c'est intolérable, la récidive. Mais encore une fois, l'image qu'on a des délinquants sexuels, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va braquer une banque dans la tête des gens. Parce qu'il y a l'idée que, mettons, je prends l'exemple du braqueur, mais même le braqueur, même s'il commet un délit, il sera plus toléré dans la société qu'une personne qui a commis une agression sexuelle. Le pire, je pense, étant une agression contre un enfant. C'est parce que, évidemment, l'enfant, c'est la pureté incarnée, la naïveté, l'innocence. C'est toucher un enfant, c'est pire que tout pour la majorité des gens. La majorité. Donc la gravité, finalement, la gravité de la délinquance est établie dans l'opinion publique selon que l'intégrité physique ou morale est ou peu atteinte. Et tu prends le braqueur, il va pas forcément, l'intégrité physique ou morale des gens n'est pas forcément atteinte. Ok, bon, peut-être tu braques, bon, oui, c'est terrible, mais bon, on va dire que, ok, on accepte. Ok, alors que quelqu'un qui va commettre une agression sexuelle, que ce soit sur un adulte ou sur un enfant, et comme je te disais, le pire pour moi étant, le pire pour l'opinion publique étant un enfant. Clairement que c'est pas la même chose. C'est clairement parce que ce genre de délit fait vivre beaucoup d'émotions intenses. Il y a quelque chose de viscéral qui se joue chez les gens. Lorsqu'on leur dit qu'une personne a violé l'intimité d'une autre personne, ils se sentent vraiment concernés. Ils se disent que, ah oui, mais ça pourrait être mon enfant. Ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être peu importe, ça pourrait être mon ami, ça pourrait être n'importe qui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment viscéral. Et puis je reviens, excuse, je pars un peu dans tous les sens, mais je veux revenir un peu sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde peut exprimer son opinion, et puis dès qu'il y a quelque chose qui sort, tu peux exprimer ton opinion, notamment sur un fait divers, en particulier sur une agression sexuelle, par exemple, ou un délit sexuel. Et puis parce que les journaux sont tellement voraces de ça aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les journaux sont tellement voraces de ce que les gens peuvent penser. Oui. Il suffit que, mettons, on ait quelques retweets, quelques personnes qui viennent commencer à parler de ça, boum, tout de suite ça prend une ampleur pas possible. Alors que peut-être qu'avant les réseaux sociaux, il se serait passé ça, mais peut-être que ce serait beaucoup moins grossi, beaucoup moins intense par rapport à ça. Donc, on en a parlé tantôt, justement, souvent, c'est un ramassis de cochonneries aussi, l'histoire que les gens vont partager, les journalistes, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., versus la réalité, ce qui s'est réellement passé. Souvent, c'est deux choses complètement différentes. Bien sûr, et puis tu vois à quel point ça peut avoir un impact tant sur aussi, parce tant sur l'agresseur, enfin, la personne qui a commis le délit, tant aussi sur les victimes, parce que d'une certaine manière aussi, parler beaucoup de choses, de ces choses-là, médiatiser à foison ces affaires-là, évidemment que je pense pas que les victimes soient forcément pour non plus, quoi. Je pense pas que c'est ça qu'elles veulent vraiment. Donc à la fois la personne qui a commis le délit veut pas qu'on parle de lui pour toutes les raisons qu'on a citées, mais je pense aussi qu'à la fois les victimes ne cherchent pas forcément à médiatiser les gens. Mais c'est de toujours le revivre aussi. Les victimes n'ont pas nécessairement envie de revivre à chaque fois qu'ils vont ouvrir leur télévision, ils vont lire le journal, de revivre leur histoire. Puis encore plus si ce qui est écrit, c'est pas vrai. Déjà qu'elles ont vécu quelque chose de très difficile, s'il faut rajouter des gestes, des actes qui ont été posés qui ne l'ont pas vraiment été, c'est grave. Bien sûr. Mais non, mais bien sûr, c'est très grave. Puis c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent sur ce qu'on lit. Puis ça c'est vraiment un conseil, pas seulement pour notre thématique, mais c'est pour tout en fait. C'est quand tu lis un journal, un journal ou un article de journal, ou quand tu lis quelque chose sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il faut avoir un regard critique. Heureusement qu'il y a aussi des gens qui
qui travaillent fort pour justement déconstruire ces préjugés-là. On est en train de le faire aujourd'hui, mais je veux rendre hommage aussi à tous les professionnels qui œuvrent aussi là-dedans. Les universitaires aussi, c'est important que notre voix, notre opinion compte aussi. C'est pas juste je sais pas moi, c'est pas juste la ta voisine ou ton voisin qui puisse parler de ces affaires-là. Ok, oui, très bien, tu as le droit de t'exprimer, mais il faut aussi avoir un droit de réponse. C'est ça en fait que je milite en fait, c'est de pouvoir répondre correctement aux personnes qui peuvent avoir des préjugés ou qui mentent sur certaines affaires. Parce qu'on ne peut pas avoir droit de réponse sur les journaux. Une fois que le journal il est écrit, l'article là il est écrit, tu ne peux plus grand-chose pâter, à moins que tu appelles le journal, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Puis une fois que c'est enclenché sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, il suffit que tu aies un fil Twitter et puis que ça se retweet et puis peu importe. Là, effectivement, c'est là, la machine Internet est enclenchée, mais bon courage pour l'arrêter. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire un article, il faut apprendre à être critique, il faut partir du principe qu'un journaliste... c'est terrible, je veux pas mettre tous les journalistes dans le même sac, mais il faut partir du principe qu'un journaliste qui écrit quelque chose, partez du principe que c'est faux. C'est un conseil que je peux donner, c'est parce que il y a d'autres thématiques où les journalistes, à moins que ce soit des journalistes vraiment indépendants, ou des journalistes qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine, il y a des journalistes qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui vont inventer des affaires. Et on a beau leur dire, non, c'est comme ça que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est comme ça c'est ça le terme qu'on utilise, c'est ça qui existe, c'est ça qu'on fait. Puis même des fois, même en faisant ça, ils arrivent des fois à se tromper. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Moi, je suis vraiment très, très, très prudente quand je lis un article. Il faut vraiment, vraiment être prudent, quoi. Parce qu'il y a pas... Je peux pas donner, mettons, comment je pourrais dire... Je peux pas forcément dire, OK, lisez tel journal ou lisez tel journal, parce que, bon, tu vas me dire, je pense, par exemple, au Québec, Le Devoir, bon, il est... c'est un journal pas si pire selon moi, mais il faut quand même rester extrêmement prudent sur ce qui est écrit, parce que ils peuvent, peut-être des fois aussi les pigistes, les gens qui n'ont pas forcément le temps, on sait à quel point des fois ils sont dans le rush et qu'ils n'ont pas forcément de relecture. Des fois c'est compliqué, quoi. Donc il faut vraiment être prudent sur ce qu'on lit. Et j'ai envie de te dire aussi, essayer de s'informer d'une autre manière. La meilleure chose à faire, c'est de lire tout un tas de journaux, se faire sa propre opinion et aussi aller chercher l'information des professionnels. Alors les professionnels, on peut trouver par exemple, ça c'est une démarche intellectuelle qu'il faut faire. Tout le monde n'a pas la motivation, l'envie, effectivement là, mais idéalement il faudrait aller lire les articles universitaires, regarder par exemple les infolettres aussi que certains organismes font, des choses vraiment qui sont écrites par des professionnels et qui peuvent, je pense, changer peut-être la vision que certaines personnes ont des délinquants sexuels. Oui, parce que la meilleure façon de se forger une opinion, justement, c'est en variant ses sources. Absolument, bien sûr, c'est ça qu'on doit apprendre aux personnes. Si tu veux vraiment avoir la bonne information, ou en tout cas l'information la moins biaisée possible, il faut pouvoir lire plusieurs articles. Parce qu'on sait que chaque journal est influencé par sa ligne éditoriale. Ils ont chacun a sa ligne éditoriale. Il y en a qui sont plus, plus conservateurs. Il y en a qui sont un peu plus libérales, on va dire ça comme ça, si on prend les termes politiques. Mais c'est en variant ses sources, comme tu dis, que tu arrives à te forger une vraie opinion. Et encore, même des fois, tu peux te faire avoir. Parce qu'il suffit encore une fois, qu'il y a une mauvaise interprétation, une mauvaise rédaction, ou peu importe, boum, tu tombes sur un mensonge et puis tu penses que c'est la vérité. Et puis c'est facile parce que t'as pas les gens ont plus le temps, ou ils veulent pas prendre le temps. C'est-à-dire que vite, il faut aller vite et tu scrolles sur ton téléphone. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans les nouvelles? Oh mon Dieu, ok, encore un énième agresseur, oh mon Dieu, c'est terrible, blablabla. Bon, tu scrolles à l'infini et puis tu n'as pas de réelle réflexion. Alors, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail intellectuel qu'il faut faire. Il faut se forcer en fait quelque part. Il faut pouvoir se dire, si tu veux aller chercher sur un sujet,
peu importe que ce soit la délinquance sexuelle ou autre, là, en vrai, là, si tu veux aller chercher sur un sujet, prends le temps qu'il faut pour lire, mais il faut prendre le temps. C'est pas juste, ok, je vais aller lire 2-3 articles. Non, il faut aller lire, quoi. Mais ça peut être laborieux. Hein, et puis ça demande du temps, encore une fois, mais si tu veux vraiment si tu veux te forger la meilleure opinion possible, clairement qu'il faut varier tes sources, puis il faut faire attention sur ce que tu lis. Oui, tout à fait. C'était ma dernière question, justement. De quelle façon est-ce que les gens peuvent faire pour trouver la bonne information? Puis je crois que tu viens vraiment d'y répondre. C'est ça, effectivement. Sinon, en terminant, est-ce que tu aurais un dernier message que tu aimerais passer justement à la population en général sur le sujet de la réinsertion sociale, des traitements des auteurs, la façon que c'est vu, que c'est partagé dans les médias? Alors, la première chose que je peux dire, c'est que je comprends ô combien l'émotion que ça peut susciter. Et puis des fois, on peut la partager, hein, cette émotion, évidemment. Hein, comme je le répète, hein, mais si dans ma famille ou dans mon entourage, il y a quelqu'un qui subit une agression telle quelle, je pense que je vais pas avoir de plaisir. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est le premier message. Mais j'ai envie de dire aussi que la récidive en matière de délinquance sexuelle, elle baisse. Parce que souvent, il y a cette peur, hein, finalement, irrationnelle pour le coup, cette peur irrationnelle que tous les délinquants sexuels récidivent. Ce n'est pas le cas. On le voit, on a des études sérieuses qui le montrent, qu'on a des baisses drastiques. Et je repense à l'étude de Patrick Lussier, là, 70%, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien. Donc, il faut prendre ça en considération. Il faut aussi, j'allais dire, écouter l'être humain qui est en vous, quoi. C'est-à-dire, écoutez, oui, il peut y avoir des drames qui peuvent exister. Oui, évidemment, les agressions, on ne veut pas ça. On ne veut pas que les enfants soient agressés, on veut que personne soit agressé sexuellement. Malheureusement, comme dirait Durkheim, c'est un fait social normal. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on va éradiquer. C'est impossible, je pense qu'on éradique la délinquance sexuelle, puis la délinquance en général d'ailleurs, c'est impossible selon moi. Cela étant dit, on travaille fort. Il y a des gens qui vraiment travaillent fort pour réinsérer ces personnes-là, pour les traiter. On voit que le traitement a des impacts positifs. Okay, on le voit, on a des études, parce que c'est pas simplement moi qui fais de la clinique qui puisse dire ça. Non, on a des gens qui travaillent, qui font de la recherche sur ces sujets-là et qui tendent à montrer que, écoutez, le traitement tend à fonctionner. Évidemment, il y a des petites affaires des fois à améliorer, mais on sait ce qu'il faut travailler. Le fait de penser que les gens ne sont pas réhabilitables, bon, je pense que c'est une erreur de penser ça, mais il faut aussi garder en tête que malheureusement, pour la société, pour nous tous, on a aussi des personnes qui malheureusement, je pense personnellement que la réinsertion, bon, je pense qu'on peut faire une croix dessus, malheureusement, mais c'est une très petite minorité. C'est-à-dire que les gens qu'on voit, tu sais, les gens qu'on imagine comme Hannibal Lecter, là, pour reprendre le cinéma, c'est extrêmement rare. Okay, c'est vraiment, vraiment très rare. La plupart du temps, ils sont enfermés. Puis je pense aussi pour le bien de la société qu'ils doivent rester enfermés. Mais la majorité des délinquants sexuels ne récidivent pas de manière sexuelle. Parce que souvent, on me dit, ah oui, vous vous rendez compte combien de victimes qu'ils peuvent faire. Et puis d'autres personnes sont dans la nature. Et puis nos enfants sont en danger. On a cette image-là aussi par rapport à ça. Bon, évidemment, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est terrible à dire, mais c'est la réalité même. Le risque zéro n'existe pas. Donc, c'est d'apprendre et d'accepter de vivre avec ce risque-là, mais de garder en tête que la récidive est moindre, beaucoup moindre que ce qu'on peut penser, et surtout que les gens qui commettent ces délits-là sont aussi des personnes. Ils ont des droits, ils ont des devoirs aussi bien sûr, mais ils ont des droits, ils ont un historique, des fois c'est des gens qui, moi j'aimerais pas être à leur place personnellement en ce qui concerne leur développement. Là, quand tu regardes, mettons l'anamnèse de ces personnes-là, tu te dis où il y a vraiment eu de la misère. Il y a eu de la misère et puis et j'aimerais pas être à leur place. Donc il faut pouvoir être un peu empathique par rapport à ça. Puis je sais des fois ô combien que ça peut être difficile. Il y a même des gens dans la vie qui seront jamais empathiques sur ça parce que évidemment c'est trop intense pour eux là, mais comme si ne serait-ce qu'avec ce qu'on est en train de dire là, si ne serait-ce qu'une personne réussisse à être un peu plus empathique, je pense qu'on a gagné le pari là. Exactement. Merci infiniment Julie pour ta présence aujourd'hui. Puis comme tu le dis, j'espère qu'on va réussir à toucher quelques personnes puis à faire évoluer justement l'opinion publique avec cet épisode-là. Excellent, ça fait plaisir.
Merci beaucoup, Julie. Merci.